Mesdames, Messieurs, deux annonces pour commencer. Vous savez que demain à 19h débutera le cycle de rencontres autour de la Comédie Française. Donc ce sera demain, mercredi 29 janvier, de 19h à 20h30, la première séance avec Éric Ruff, l'administrateur de la Comédie Française, Thomas Römer, l'administrateur du Collège de France, et moi-même, qui ne suis administrateur ni de l'une ni de l'autre institution. Discussion qui sera animée par la journaliste Mathilde Serrel autour du thème « La Comédie Française et le Collège de France, deux utopies démocratiques » avec un point d'interrogation. Et puis, je vous signale également la deuxième séance, mais les autres sont toutes intéressantes, mais la deuxième séance, le 12 février, Dire les Vers, toujours de 19h à 20h30, avec Éric Ruff, Dominique Blanc, Denis Podalides et moi-même. Si je m'accepte de la série, c'est un beau plateau, je trouve. Seconde annonce. Je vous rappelle que ce jeudi-ci, qui vient, jeudi 30 janvier à 17h30, aura lieu la seconde et dernière conférence de Thomas Schmitz. Donc il ne faut pas la rater. Thomas Schmitz est professeur à l'Université de Bonn et il donne des conférences sur le lecteur dans la littérature grecque. La première conférence, ceux qui y étaient peuvent en témoigner, mais elle est en ligne évidemment, la première conférence était tout à fait extraordinaire. Il y a été question notamment de poèmes antiques, de poèmes grecs antiques dont tous les éléments étaient permutables les uns avec les autres. Comme peut-être vous connaissez les 100 000 milliards de poèmes de Raymond Queneau. Vous savez, ce livre fait de languettes et ainsi on peut mettre un vers avec l'autre au choix. Ben, cela existait déjà dans l'Antiquité grecque. J'ai aussi appris, en écoutant Thomas Schmitz, l'existence d'une version antique de l'Odyssée, une version lipogrammatique de l'Odyssée. L'hypogrammatique, c'est du grec, bien sûr. C'est une version de l'Odyssée où il manque une lettre, où une lettre a été omise délibérément. Dans cette version-là, qui est une version réellement antique, dans le premier chant, qu'on appelle le chant alpha, il n'y a pas la lettre alpha. Dans le deuxième chant, qu'on appelle le chant bêta, il n'y a pas la lettre bêta, etc., jusqu'à la fin du 24e chant. Et donc, c'est dans le 5e chant qu'il n'y a pas de lettre epsilon, comme dans la disparition de Georges Perec, où il n'y a pas la lettre E. Donc vous voyez, 2200 ans avant l'Oulipo, eh bien, les Grecs, en particulier les Grecs de l'époque hellénistique, avaient inventé des formules, des dispositifs assez comparables. Alors, celles et ceux qui ont raté cette conférence en dévisu, in vivo, peuvent la voir et la revoir en ligne, mais si vous ne voulez pas rater la chance de profiter en direct du savoir de ce connaisseur exceptionnel des raretés de la littérature grecque qu'est Thomas Schmitz, si vous voulez lui poser des questions, je vous invite à venir vous-même assister à cette seconde conférence, donc, qui aura lieu ce jeudi 30 janvier à 17h30, et la conférence s'intitulera « Lire des textes oraux, le lecteur dans la poésie grecque de l'époque archaïque ». Alors, mardi dernier, nous avons passé en revue, vous vous en souvenez, des lectures assez extravagantes du tableau de Nicolas Poussin, Les bergers d'Arcadie. Et même si cela m'a beaucoup amusé de vous parler du Graal, de vous parler du trésor des Templiers, des chevaleries néo-païennes ou de Shangri-La. Shangri-La, vous savez, cette mythique Arcadie indienne dont l'origine remonte à l'Antiquité. Même si cela m'a beaucoup amusé de vous parler de tout cela, et j'espère que cela vous a amusé aussi. Ne vous avais-je pas dit, lors de la première séance de cette année, que j'étais, à la différence de mes chers collègues, que j'étais un professeur d'irréel. Là, je l'ai montré la semaine dernière. Donc même si j'ai eu beaucoup de plaisir à vous parler de tout cela, peut-être que je me suis fait même un peu trop plaisir,
j'avoue avoir eu quelques scrupules. Quelques scrupules à présenter ici, au Collège de France, de telles élucubrations. Alors, j'ai certes de grands modèles. Je crois bien qu'en ce moment, à la Maison-Blanche, par exemple, à Washington, on n'hésiterait pas à tenir de tels discours et à les prendre au sérieux. Mais ce n'est pas l'autorité dont je me réclame. Enfin, pas encore, tant que les États-Unis n'auront pas envahi l'Europe, mais cela ne saurait tarder, si j'en juge, par ce qu'on entend aux actualités. Alors, suis-je donc, moi aussi, rentré, c'est l'ère du temps, suis-je donc, moi aussi, rentré dans l'ère des vérités alternatives? Nullement, rassurez-vous, mais je crois justement que l'une des meilleures manières de s'armer contre les vérités alternatives consiste à examiner comment elles fonctionnent, sur quelle base elles se développent, par quels moyens elles gagnent du crédit. Et c'est ainsi, peut-être, en sachant cela, qu'on peut mieux les combattre. Les livres de Gérard de Sède, de Michael Bagent, Richard Lee et Henry Lincoln, dont j'ai parlé la semaine dernière, prétendent, vous vous en souvenez, révéler des complots où le tableau de Poussin jouerait un rôle majeur. Alors on se focalise, vous vous rappelez, sur, par exemple, l'inscription mystérieuse, on joue avec les lettres, on les tire au dé quasiment, et puis hop, voilà, on fait une anagramme, et hop, le tour est joué, le tombeau cache les secrets de Dieu. Et donc on transforme un jeu, l'anagramme, en une méthode de recherche de la vérité. C'est très amusant, l'anagramme. Et les anagrammes les plus amusantes sont celles, effectivement, il y a de grands spécialistes aujourd'hui, Jacques Perry-Salkov qui fait ça très très bien, hein, où effectivement on essaie de trouver une anagramme dont le sens signifie quand même un rapport particulier avec l'objet, la personne sur qui on s'amuse à faire l'anagramme. Enfin, ça ne prétend pas à autre chose qu'à être un amusement formel. Et donc, dans ces lectures complotistes du tableau de Poussin, on mentionne des documents, par exemple, des documents où tel tombeau, près de Rennes-le-Château, à Arcadia, ressemblant à celui du tableau, aurait existé à l'époque de Poussin. On sait que c'est faux. Mais on vous dit qu'il y avait un document qui le montre. Malheureusement, on ne peut pas vérifier car, comme par hasard, les documents qui attestaient de l'existence de ce tableau à l'époque de Poussin, ces documents-là sont malheureusement perdus. Alors c'est de la falsification historique de base où l'on prend ses désirs pour de la réalité. Et c'est bien le principe de tout complotisme. On transforme la réalité pour la faire correspondre à ses propres désirs, à ses propres intérêts, et l'on s'appuie pour cela sur d'infimes détails. Et cela peut convaincre. Cela peut convaincre, en effet, certains esprits plus crédules que d'autres. On crée ainsi de la fiction, mais je ne dirais même pas de la fiction, parce que la fiction ne prétend pas à tromper. La fiction se dénonce elle-même comme fiction, et c'est cela qui est sa grande vérité. Mais c'est du mensonge, en vérité. Alors, on peut se faire un mensonge ludique, c'est de la fiction. Chez Gérard de Sède, ça tourne plutôt à la fiction, mais chez les anglophones, plutôt, parce qu'il y a aussi un néo-zélandais parmi eux, c'est plutôt de l'ordre de la falsification. Alors, dans les années 1970 et 1980, lorsque ces théories fumeuses ont paru, beaucoup y ont vu, j'imagine, d'agréables fantaisies historiques, sans plus, et qui donnent de bonnes heures de lecture. Pourquoi pas, hein. Moi aussi, je me suis amusé à les lire. D'autres sont partis plus sérieusement à la recherche du prétendu trésor, ce qui a forcé les propriétaires du pseudo-tombeau à le détruire à la fin des années 80, parce qu'ils en avaient assez d'avoir des trous faits autour de ce tombeau. Mais aujourd'hui, quand le complotisme, on l'a vu, est devenu officiel, quand il occupe le trône,
quand il a le pouvoir, quand les vérités alternatives ont pris le pouvoir, quand la science elle-même est attaquée, je crains que la crédulité ne soit à des niveaux encore jamais atteints. C'est pourquoi j'ai eu un peu quelques scrupules à vous parler de tout cela. Et je vais un tout petit peu continuer, mais très brièvement, parce qu'un aimable auditeur, les auditrices sont tous aimables, mais un, qui est plus que l'autre, sans doute, vient de m'envoyer une vidéo où un monsieur s'échine à retrouver des ressemblances entre le tableau de Poussin et tel paysage du sud-ouest de la France. Il trace, vous voyez ici un extrait de la vidéo, il trace des contours arbitraires dans le tableau de Poussin, ici une sorte de bateau qu'il redessine ici, mais c'est tout à fait arbitraire. Parfois il voit un chien, etc. Puis comme par hasard, vu d'un certain angle, tel lieu qu'il connaît, tel château, telle montagne, ressemblerait à ces contours qu'il a lui-même découpés dans le tableau. Ah, merveilleux, ah, quelle coïncidence. Vous savez, on croirait un test de Rorschach. Vous connaissez ce test, on vous montre une tâche, et puis vous devez dire ce que vous y voyez. C'est sans doute très, très utile pour les psychologues. Mais enfin, ce n'est pas une méthode scientifique pour découvrir la réalité. La réalité sur vous, peut-être, mais pas la réalité chez les autres. Eh bien, c'est ce que fait pourtant ce monsieur. Alors, il n'est pas le premier, je dois le dire. Il n'est pas le premier. Déjà, malheureusement, l'inventeur de la psychanalyse, Sigmund Freud, avait donné dans ce piège, avec ce qui est loin d'être son meilleur livre. C'est un euphémisme ou une litote. C'est un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, de 1910, où Freud opérait lui-même ce type de découpage aléatoire dans le tableau du Louvre, la fameuse Sainte-Anne, Sainte Anne a Meterza, avec la Vierge, Sainte Anne et l'enfant. Et donc, il opérait ce découpage aléatoire pour en tirer des conséquences qu'il arrangeait. Ce découpage ici représente un vautour ou un Milan, ça dépend, qui correspondrait à des textes écrits, des souvenirs d'enfance, des songes, des rêves de Léonard. Alors, je ne vous donnerai pas les références de la vidéo dont je vous ai montré une image, vous la trouverez assez facilement vous-même. Je crois que vous avez déjà eu droit la semaine dernière à votre dose de délire. Je ne vais pas y ajouter. Je vous avais dit que désacralisation et sacralisation étaient, non pas les deux mamelles, mais les deux écueils qu'il faut éviter, les charybdes et Scylla de l'interprétation. Il s'agit soit d'un côté, avec la désacralisation, d'annuler la distance de l'œuvre, de projeter sur l'œuvre notre monde, avec, évidemment, le danger majeur de l'anachronisme. Ou bien l'autre écueil, celui de la sacralisation excessive, consiste à faire comme si l'œuvre relevait d'une transcendance, comme si elle n'obéissait pas aux lois communes. L'œuvre désignerait une réalité transcendante, comme le Graal, comme le trésor des Templiers, et cela expliquerait son mystère, cela expliquerait la fascination que l'on éprouve devant elle. Alors là, avec le Graal et le trésor des Templiers, on est dans une transcendance assez évidente. Mais parfois, cette transcendance que l'on découvre dans l'œuvre et qui sert simplement à l'expliquer consiste simplement à dire « Ah, c'est un chef-d'œuvre » et à s'arrêter là, en extase, sans avancer, sans s'approcher de la réalité de l'œuvre. On dit « c'est beau », c'est un chef-d'œuvre. Mais ça, c'est comme si on disait, c'est ce que disent les médecins de Molière, qui disent que ce qui fait que les somnifères endorment, c'est leur vertu dormitive. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Eh bien, c'est la même chose. Le beau, la notion de chef-d'œuvre, si on ne va pas un tout petit peu plus loin, cela n'explique pas grand-chose. Et donc, on substitue à l'œuvre autre chose, on substitue une sorte de trésor à découvrir, mais à découvrir ailleurs. Et dans les deux cas, le cas de la sacralisation ou le cas de la désacralisation, on ne garde pas la bonne distance vis-à-vis de l'œuvre. On l'éloigne, on la rapproche, mais on n'est pas là où on devrait être. On ne la voit pas. On ne la prend pas au sérieux, en réalité. On ne la prend pas pour
ce qu'elle est. En épigraphe de son 3e chapitre de L'Or de Rennes, Gérard de Sède citait 2 phrases de Dominique Aubier. Dominique Aubier avait été l'autrice en 1966, le livre de Gérard de Sède date de 1967, donc un an plus tard. Dominique Aubier avait été l'autrice en 1966 d'une interprétation kabbalistique de Don Quichotte. Interprétation dont on m'a beaucoup parlé, rebattu les oreilles lorsque j'ai publié Un été avec Don Quichotte. Et voici ces citations de Dominique Aubier, sa méthode en quelque sorte, que Gérard de Sède semble reprendre pour lui-même, pour interpréter et pour lire. Donc c'est Dominique Aubier qui est cité par Gérard de Sède. L'attention consiste, en matière de lecture, à pénétrer le sens des mots jusqu'à la couche profonde de l'étymologie et du mystère de parler. C'est là le premier principe de l'art de lire. Le second tient à la mémoire. Il faut conserver les significations découvertes afin de les associer selon leur logique, sans laisser s'égarer aucune des possibilités de raisonnement qui sont en elles. Alors, je résume Dominique Aubier. Il y aurait ainsi 2 mouvements dans l'interprétation, dans la méthode interprétative qu'elle propose, à savoir d'une part pénétrer la couche profonde, aller vers le mystère, d'une part, par l'étymologie qui va jusqu'au cœur de l'histoire des mots, du sens, par ailleurs. Donc ça c'est le premier mouvement. Et deuxième mouvement, faire des combinaisons entre les sens d'autre part. Autrement dit, d'une part, aller au-delà des apparences, par l'étymologie, par la couche profonde, au-delà du mystère, et puis, une fois qu'on est allé au-delà des apparences, combiner cet au-delà des apparences autant qu'on le veut, autant qu'on le peut. Eh bien, toute révérence gardée à Dominique Aubier et à Gérard de Sède, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. C'est justement ce qu'il ne faut pas faire. C'est exactement l'inverse, au bout du compte. On a l'exemple là du type même de mauvaise interprétation. Il ne s'agit pas justement d'éliminer la surface, il faut rester à la surface, il faut garder la surface devant soi. L'étymologie peut être utile éventuellement, mais enfin ça ne doit pas là se substituer à ce qui est là devant nous. Et puis, il ne faut pas, ce qui serait encore pire peut-être, il ne faut pas se dégager de la structure même de l'œuvre et faire ses propres combinaisons à partir de tous les sens qu'on aurait assemblés comme cela par l'étymologie, par la couche profonde, et après reconstruire un sens qui nous plairait. Et c'est malheureusement ce que fait Dominique Aubier lorsqu'elle lit Don Quichotte. Et donc, je trouve que c'est une très bonne anti-méthode de lecture là, qui nous est présentée, mais il faut vraiment la voir plutôt en creux. Alors, quelle serait la bonne manière de lire? C'est plus difficile à dire, peut-être. Ce serait celle qui prend en compte l'apparence ordinaire de l'œuvre sans vouloir lui substituer une essence secrète, une essence qui serait cachée et qu'il faudrait dévoiler. Ah, on aime bien dévoiler, c'est plus ludique, on a l'impression de découvrir quelque chose, mais c'est malheureusement plus complexe, c'est plus subtil ce qu'on vous demande, ce qu'on nous demande de faire. Il s'agit plutôt de rester à la surface. Rien n'est plus contraire à la bonne interprétation des œuvres classiques, des œuvres littéraires, que la pratique des rébus ou que la pratique des énigmes. Cela dit, il existe des textes qui ont une vocation d'énigmes et de rébus, ça existe, mais ils sont assez minoritaires dans la tradition, il faut savoir les repérer. En général, le sens de l'œuvre, le sens du texte n'est pas quelque chose de caché, n'est pas quelque chose d'occulte, ce n'est pas un mystère qu'il faudrait révéler. Le sens de l'œuvre, c'est simplement le sens obvi, c'est-à-dire le sens apparent, mais qui est déployé dans toutes ses intrications, dans toutes ses implications. Le sens n'est pas derrière le texte, derrière l'image, il est devant nous, exactement comme est devant les enquêteurs la fameuse lettre volée d'Edgar Poe. Bon, c'est un
conte d'Edgar Poe, une nouvelle qui a beaucoup servi. Je la fais resservir, mais c'est assez évident, vous la connaissez. Voilà, il y a cette lettre volée par un ministre que toutes les polices de France essaient de rechercher. Dans l'hôtel particulier de ce ministre, on fouille partout, on sonde les murs, on soulève les lames des parquets, on regarde dans tous les coffres, tous les tiroirs, on regarde toutes les doublures des livres, etc. La police ne trouve rien. Tout est... Arrive le héros d'Edgar Poe, le chevalier Dupin, esprit contondant, s'il en est, ancêtre du monsieur Teste de Paul Valéry, et lui, il prend rendez-vous avec le ministre. Il arrive, il s'entretient avec lui, et tout de suite, il voit la lettre volée. Elle était là, devant tout le monde, personne ne la voyait, elle était juste sur la table, sur la boîte, non pas la boîte aux lettres, mais le pose-lettres, hein, le thème m'échappe là d'un seul coup, là, légèrement modifiée, elle était devant les yeux de tous. Simplement, on ne la voyait pas parce qu'elle était exposée. Eh bien, c'est un peu comme cela qu'est le sens d'une œuvre, me semble-t-il, le plus souvent. Elle est en fait juste l'expression exacte de ce qu'est la forme de cette œuvre, hein, au bout du compte. Le sens, c'est l'expression exacte de la forme. Sens et forme, j'entends ici par apparence, sont inextricablement liés. Paul Valéry disait, la citation est ultra célèbre, « Ce qu'il y a de plus profond en l'homme, c'est la peau. » On pourrait dire des tonnes de choses là-dessus, c'est très juste. Je propose ma propre lecture allégorique de cette formule qui se veut d'abord une formule très réaliste, hein, du sentiment de la peau. Bien, je dirais que c'est la peau de l'œuvre, c'est la peau du texte qu'il faut toucher, qu'il faut faire frémir en tant que lecteur, en tant qu'interprète, qu'il faut faire vibrer, hein, comme on fait vibrer la peau d'un tambour, pour en écouter les résonances, pour en écouter les harmoniques. Il faut ainsi avoir la peau du texte. Mais on ne l'a qu'en la faisant vibrer, qu'en la faisant résonner. Ou pour dire les choses autrement, comme Nietzsche dont Valéry était un grand lecteur, mais c'est un peu la même idée qu'on a chez Nietzsche. Pour Nietzsche, vous savez, il n'y a pas d'arrière-monde. Il n'y a pas de Hinterwelt, comme on dit en allemand. D'arrière-monde, on peut dire, il n'y a pas d'arrière-monde de l'œuvre non plus. Il ne faut pas imaginer qu'il y a quelque chose derrière l'œuvre. Tout est déjà là, sous nos yeux. Il faut juste savoir se laisser pénétrer par cette puissance du sensible qui est immanente à l'œuvre. Il faut se contenter de cela. Mais vous verrez, cela suffit et c'est compliqué de rester à la surface même de l'œuvre. Et puisque j'en suis à des références un peu philosophiques, continuons et accablons-vous je vais vous accabler encore de formules un peu absconses peut-être, hein, c'est Heidegger, dans le texte célèbre de l'origine de l'œuvre d'art, où d'abord dans la version de 1935, Heidegger écrit, ou dit ceci plutôt, l'œuvre d'art ne présente jamais rien. Ne présente jamais rien, c'est-à-dire qu'elle n'est pas là pour présenter autre chose qu'elle-même. Et cela pour cette simple raison qu'elle n'a rien à présenter, étant elle-même ce qui crée tout d'abord, ce qui entre pour la première fois dans l'ouvert. Alors là, on est dans du Heidegger. L'ouvert, c'est un peu l'existant. En gros, autant que je puisse comprendre, je n'en suis pas tout à fait certain, mais ce que je comprends, moi, c'est que l'œuvre, en fait, elle est déjà là, cet objet qui nous fait rentrer dans l'existence. On n'a pas besoin d'aller au-delà, elle ne nous présente pas autre chose d'elle-même. Le trésor n'est pas caché ailleurs, comme je disais la dernière fois. L'œuvre est le trésor elle-même. Et c'est ce trésor qu'il nous faut déployer, parce qu'il est plein d'un monde, plein, à découvrir. Et dans le texte final, qui est le plus connu, Heidegger écrit ceci: « Être œuvre signifie donc installer un monde. » Installer un monde. Un monde, c'est-à-dire, selon Heidegger, tout un espace de signification, tout un espace d'intention. Alors bien sûr, on n'a pas accès directement à la psyché de l'artiste qui a créé l'œuvre, hein, mais du point de vue de l'herméneutique, c'est des choses qui ont été développées ensuite par des gens comme Gadamer, eh bien, la recherche de l'univers intellectuel, de l'univers culturel, de l'artiste, de la manière, du milieu
d'où est sortie l'œuvre, permet d'en construire un modèle, de la psyché du créateur qu'on peut espérer affiner et rendre de plus en plus satisfaisant. Et donc faire apparaître quelque chose du monde propre à l'œuvre, qui n'est pas seulement le monde de l'artiste, qui est un monde qui est propre à l'œuvre elle-même, qui a ses propres intentions, qui est un objet doué d'intention, à la différence d'une pierre qui serait posée là. Une œuvre est dotée d'intention et de sens qu'il nous faut découvrir. D'où la question, après ces divagations ou contemplations philosophiques, quel est le monde qu'installe le tableau de Poussin? Quelles sont ses significations? Quelles sont ses intentions? Ce tableau ne surgit pas de nulle part. Il s'inscrit dans une histoire culturelle, il s'inscrit dans une histoire des images et des idées. Il convient de savoir à quel devancier il se réfère et comment il se démarque de ces devanciers. Alors ici, je quitte la philosophie et j'arrive vers l'histoire de l'art, parce que c'est elle qui va ici nous aider. Et en particulier, il y a un grand historien de l'art qui va nous servir de guide, mais pas seulement lui, c'est Erwin Panofsky. Erwin Panofsky, qui fut le disciple d'Aby Warburg, l'un des disciples d'Aby Warburg, et qui a beaucoup écrit sur le tableau de Poussin. Panofsky, à la suite de Warburg, a développé ce qu'il appelait l'iconologie, à savoir une science des images. Enfin, l'iconologie, ça veut dire ce que disent les images, c'est le discours des images. C'est une science des images qui veut extraire le sens des images à partir de tous les éléments qui composent les images, éléments replacés dans leur contexte culturel. Alors, envisagée sous cet angle, l'iconologie, telle qu'elle a été parfois pratiquée par Panofsky ou par ses disciples ou collègues, tombe parfois dans la recherche, dans le travers de la recherche d'un sens caché à partir de symboles disséminés dans l'œuvre. C'est un peu parfois l'un des travers de cette discipline-là, mais qui est quand même extrêmement importante pour comprendre une bonne partie de la tradition occidentale de la peinture et de la représentation. Il faut dire que cette manière de faire, qui consiste à trouver le sens de chaque élément de l'œuvre, correspond assez bien aux œuvres produites entre le XVe et le XVIIe siècle, quand l'univers était organisé en symboles, et quand les symboles eux-mêmes, quand toutes les images pouvaient être lues comme des idées, comme l'univers pouvait être lu comme un grand livre ouvert au déchiffrement. Et là, bien sûr, ce terme d'iconologie n'était pas inventé par Panofsky. Il le reprend en particulier de Cesare Ripa, l'auteur de ce livre qui a eu tellement d'influence dans toute l'Europe, Iconologia, Iconologie, livre de 1593, livre d'emblème qui eut une immense fortune. Il s'agissait de pouvoir parler avec les images comme les Chinois eux-mêmes peuvent parler avec les idéogrammes. Il faut toutefois savoir à l'occasion prendre ses distances avec cette méthode iconologique qui parfois réduit l'image à n'être plus qu'un ensemble d'idéogrammes, justement, organisés en texte, et comme s'il suffisait de savoir décoder ces idéogrammes. Une image n'est pas seulement un texte, c'est-à-dire un assemblage de signes, et c'est aussi ce que nous apprend le tableau de Poussin. Bon. Cela dit, Panofsky a eu sur ce tableau de Poussin un apport considérable, en particulier dans 2 articles. Le premier date de 1936, dans un volume de mélange à Ernst Cassirer, ici c'est une réédition, et l'autre de 1955, repris dans L'œuvre d'art et ses significations, livre célèbre de Panofsky, et j'ai été frappé de voir, vous voyez aussi, que dans l'édition Folio, effectivement, on reproduisait le tableau, enfin une des parties du tableau de Poussin, parce qu'effectivement, il y a un chapitre complet consacré au tableau de Poussin. Ce livre, en fait, il date de 1955, il a été traduit en 1969 en français. Mais bizarrement, l'article de 1936, plus ancien, fondateur, et qui est plus nuancé que le suivant, mais plus intéressant, à bien des égards, je trouve, n'est pas traduit en français, à ma connaissance, sauf erreur. Mais peut-être que là, peut-être que je serai démenti par un auditeur ou une auditrice. Mais je vais résumer ici le propos de Panofsky, ainsi que ceux des autres historiens de l'art qui ont travaillé sur le tableau de Poussin. Alors, parmi les autres historiens de l'art qui ont travaillé sur Poussin et sur ce tableau-ci en particulier,
On retrouve de grands noms. Il y a Anthony Blunt, le grand spécialiste anglais de Poussin, vous savez, conservateur de la collection de peintures de la reine Élisabeth II d'un côté, et puis de l'autre côté, dans une vie plus secrète, espion du KGB. Voilà où mène Poussin. Mais on retrouve aussi le nom du grand historien de l'art français Louis Marin, Pierre Rosenberg également, qui avait organisé, ancien directeur du Louvre, mais qui avait organisé au Metropolitan Museum en 2008 une très belle exposition Poussin et la nature. On retrouve aussi un autre conservateur du Louvre, Nicolas Milovanovic, qui avait organisé la splendide exposition Poussin et Dieu en 2015 au Louvre. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vue, elle était absolument sublime et le catalogue est extraordinaire aussi. Une parenthèse ici, cette exposition était très inspirée par Marc Fumaroli et inspirée par une conception, je dirais, strictement chrétienne du peintre Nicolas Poussin, qui était celle de Marc Fumaroli. Et je dirais même une conception très orthodoxement chrétienne, qui serait la pensée de Poussin. Un autre professeur du Collège de France, un collègue de Fumaroli, Jacques Tuillier, avait une conception de Poussin, à mon sens, plus fine, plus nuancée, et je trouve, autant que j'en puisse juger, plus proche de la réalité. Personnellement, je l'ai écrit dans un article, je crois que la peinture de Poussin veut moins exprimer une conception chrétienne stricto sensu qu'une philosophia perennis, une philosophie éternelle qui traverse toutes les traditions de pensée religieuses, matinée donc de plusieurs traditions antiques, dont le stoïcisme, dont l'épicurisme, et où le christianisme a sa place, bien sûr. Poussin travaille à Rome, mais il travaille dans un milieu d'humanistes et d'humanistes très avancés, mais où le christianisme a sa place en tant qu'héritier de ces traditions antiques, jusqu'à la tradition égyptienne, à bien des égards. Et peut-être uniquement ce christianisme envisagé par Poussin comme la partie visible d'une tradition plus secrète, plus intellectuelle. Alors vous allez me dire, voilà, je remets du secret dedans, on n'y échappe pas. Non, non, c'est simplement qu'effectivement, Poussin, peut-être, exprime dans ses tableaux une conception de pensée, une conception philosophique qui ne pouvait pas être dite tout à fait ouvertement dans l'Europe du XVIIe siècle, en particulier à Rome, mais qui pouvait être comprise par nombre de ses contemporains. Bon, c'est une discussion qu'on peut avoir. De toute façon, je vous l'ai dit, la bibliographie sur les bergers d'Arcadie est absolument considérable. J'en mettrai une partie en ligne sur la page du cours. Et puis, il y a encore des textes importants de deux autres professeurs du Collège de France, Claude Lévi-Strauss, d'un côté, et puis Yves Bonnefoy, de l'autre. Comme s'il y avait une sorte d'amour et de fascination du Collège de France pour Poussin. Et ce n'est peut-être pas un hasard. C'est sans doute à cause du caractère extrêmement intellectuel de la peinture de cet artiste. Vous savez, le Bernin, le sculpteur romain, italien, disait de Poussin, quand il avait rendu visite à Poussin dans son atelier, et il l'avait vu travailler, et il en était sorti en disant, ses amis, « È un pittore che lavora di là ». C'est un peintre qui travaille de là, c'est-à-dire de la tête. C'est un travail qui travaille d'abord par la tête, plus que par les sens, par la sensibilité. Je crois que ce côté extrêmement intellectuel de l'activité artistique de Poussin, de la création de Poussin, est quelque chose qui plaît aux intellectuels que sont en général, pas toujours, que sont en général les professeurs du Collège de France. Alors, dans le tableau de Poussin, l'attention est attirée forcément par l'inscription qui lui donne son titre dans la tradition la plus commune. On appelle le tableau soit les bergers d'Arcadie, soit Et in Arcadia ego. Mais un tableau, surtout quand il est aussi sophistiqué que celui de Poussin, ne saurait se résumer à une inscription, même lorsqu'elle figure au centre de l'image. Il faudrait resituer historiquement cette inscription. Poussin a-t-il inventé cette inscription? D'où vient-elle? Comment la traite-t-il spécifiquement par rapport à d'autres? En fait, il faut savoir que Poussin n'est pas le premier à avoir utilisé la phrase « et in Arcadia ego ». La première occurrence connue
se trouve dans un tableau du Guerchin. Le Guerchin, c'est le surnom qu'on donne au peintre Giovanni Francesco Barbieri, contemporain de Poussin exactement. Un tableau peint à Rome entre 1618 et 1623. Ce tableau est conservé actuellement à la galerie Corsini à Rome. Alors vous remarquez l'esthétique de ce tableau qui est très très différente de celle de Poussin. On pourrait dire que c'est une esthétique caravagesque, avec le caractère sombre, le caractère très réaliste du traitement des personnages, le jeu des clairs obscurs. Donc on est très différent du tableau du Louvre. Vous voyez deux bergers, ici, traités de manière plutôt réaliste. Réaliste, c'est-à-dire comme des contemporains du Guerchin, c'est-à-dire que ce sont des bergers de son temps. Ce ne sont pas des bergers de l'Antiquité. Ils ne viennent pas de Grèce ni de Rome. Ils sont à demi cachés derrière des buissons. Bon, je n'ai pas trouvé de reproduction plus précise. Il y a un petit doute sur ce qu'il y a là. C'est une sorte de buisson, mais bon, ce serait à vérifier. Peut-être qu'à la peinture, parfois, vous savez, les peintures évoluent mal, et donc sans doute des détails ont disparu. Et puis, ils sont à demi cachés derrière des buissons, et puis ils observent une tête de mort, bien visible, posée sur ce qui pourrait être un tombeau, ou qui pourrait être autre chose aussi, en tout cas posée sur un petit mur de pierre. Le ciel tourne à l'orage, un arbre mort surplombe, ou foudroyé presque, enfin mort disons, surplombe le crâne. Une mouche bien noire sur le crâne bien blanc, donc est posée sur le crâne, signe évident de pourriture, de mortalité. Et puis, une souris s'approche du crâne, là aussi, symbole du temps qui ronge tout, tempus edax. Et puis, notez aussi un oiseau qui est là, alors que je n'ai pas réussi à identifier, mais dont la symbolique va sans doute dans le même sens que le reste, mais j'avoue que j'attends des explications. Je n'ai pas trouvé, la reproduction non plus n'est pas très bonne. Notez par ailleurs combien tous les détails de la composition que j'ai énumérés ici sont signifiants, exactement comme dans l'iconologie dont je vous parlais, celle qui est proposée par Panofsky. C'est-à-dire que tout fait signe ici, et ces signes sont redondants, les uns avec les autres. La mouche, la souris, l'arbre mort, le crâne disent tous la même chose, au bout du compte, à savoir la mortalité, la précarité de l'existence. On est vraiment typiquement là dans ce genre de tableau qui est un tableau d'emblème, comme à certains égards, comme les images que propose Ripa dans son iconologie. Et donc cette image-là, qui est une image plus complexe que les symboles, que les emblèmes que propose Ripa, puisque là on a un véritable tableau, donc qui est un mélange d'emblèmes, de symboles, eh bien, en fait, on peut dire que ce type de tableau est en quelque sorte énumérable en éléments discrets au sens quantitatif des choses. C'est-à-dire que vous pouvez dire, voilà, ce tableau est constitué d'une série d'éléments qui, les uns à côté des autres, en plus des autres, disent tous la même chose. Donc c'est vraiment un tableau interprétable à la manière de Panofsky. Alors les bergers sont un peu moins redondants avec le crâne, etc. Au contraire, ils sont plutôt en opposition. Eux sont bien en chair, jeunes, bien portants apparemment, mais ils font signe vers autre chose. Cette autre chose vers quoi ils font signe, eh bien c'est l'Arcadie. Parce que vous avez peut-être noté, c'est pas très visible, mais justement, pas très visible, c'est ça qui est intéressant, c'est dans le coin, en bas, à droite, vous avez cette inscription, ici, Et in Arcadia ego. Et in Arcadia ego. Donc les bergers désignent l'Arcadie. L'Arcadie, pays de bergers, pays pastoral, comme nous savons. Et donc les bergers, eux, sont redondants avec l'inscription qui est au bas de l'image. Ils désignent l'Arcadie. Et l'Arcadie est là signifiée à la fois par le mot et par les bergers. Cette inscription, intéressons-nous-y, cette inscription figure sur le côté du tombeau, si c'est un tombeau,
sur le côté du tombeau qui fait face au spectateur du tableau, c'est-à-dire à nous, mais elle est, vous le remarquez, elle est invisible aux bergers. Les bergers sont de l'autre côté. Les bergers ne voient pas cette inscription. Eux, ce qu'ils voient, c'est seulement le crâne. Et ce point est vraiment important. C'est-à-dire que les bergers sont juste fascinés par le crâne, emblème classique de la mort. Ils sont, on peut le dire, dans une méditation de la mort. Le tableau se présente très clairement comme un memento mori. Souviens-toi que tu es mortel. Voilà, c'est cela que nous dit le tableau. Et l'inscription ici, qui semble commenter ce que nous dit la mort, en vérité, c'est cela. Le et in Arcadia ego, et ici dans le sens qu'on peut avoir en latin de etiam, c'est-à-dire aussi, et in Arcadia, même aussi, même in Arcadia, en Arcadie, ego, moi, et c'est là qu'il faut suppléer un verbe, moi j'existe. Mais qui dit que j'existe en Arcadie, c'est la mort. Le crâne, c'est l'emblème de la mort. C'est la mort en tant qu'entité, abstraite. Et donc cette inscription que vous avez ici sur ce qu'on peut imaginer comme un tombeau, mais qui n'en est peut-être pas un, ce n'est pas nécessaire que ce soit un tombeau, l'inscription en fait fonctionne un peu comme les paroles du crâne ou de la mort qui s'adressent non pas aux bergers, parce que les bergers ne la voient pas, ne l'entendent pas, mais à nous, spectateurs. C'est un commentaire de l'image qui nous est donné par le crâne lui-même, par la mort lui-même, qui s'adresse à nous, qui s'adresse aux spectateurs en leur disant, voilà, moi aussi, la mort, j'existe en plein bonheur arcadien. Et donc le message est, en plein bonheur, il faut garder présente à l'esprit la possibilité de la mort. Et donc, on peut imaginer, en fait, cette inscription est à peine intégrée à l'intérieur même de l'image, d'un point de vue réaliste. On pourrait la représenter comme une sorte de phylactère, c'est-à-dire une parole, comme dans une bande dessinée, qui est accrochée au crâne. Elle est extérieure à l'image elle-même. Elle est juste là en commentaire, en titre, quasiment du tableau. Et donc, là, on nous dit qu'il faut garder présente à l'esprit la possibilité de la mort, même en plein bonheur. Et la mort peut survenir, nous dit le tableau, comme un orage dans les temps les plus heureux. Remarquez comment le ciel est agité, nuageux, sans doute agité par le vent, on voit par les arbres ici, et donc le vent semble souffler, donc la tempête est là, il faut être prudent, être méfiant, la mort peut arriver à tout moment. Ce thème, représentant des bergers contemplant un crâne, n'a pas été inventé par le Guerchin. Alors ça, c'est quelque chose qu'ignorait Panofsky, semble-t-il, mais c'est un apport important d'un historien de l'art allemand, Nikolaus Himmelmann-Wildschütz, dans un article de 1973, un article sur l'origine antique du motif. En fait, on a trouvé, il existe plusieurs gemmes antiques, vous savez, portées sur des bagues, des pierres gravées, représentant des personnages et parfois des bergers en contemplation devant un crâne. Et là, vous en voyez quelques exemples, donc des gens qu'on peut identifier, personnages qu'on peut identifier comme des bergers, devant un crâne posé devant eux qu'ils croisent à leurs pieds sur leur chemin. Et là, vous en avez deux ici devant. On les reconnaît avec leurs houlettes, leurs bâtons de berger. Il est certain que dans la Rome humaniste du XVIe et du XVIIe siècle, ces gemmes gravées ne pouvaient pas ne pas attirer l'attention des érudits, des humanistes, des collectionneurs, et ne pouvaient pas ne pas susciter le désir de donner des versions au goût du jour de ce thème antique, dans une version donc plus moderne. C'est
c'est le principe de la Renaissance. On reprend les thèmes antiques pour en faire une version moderne. Donc ça, c'est un apport très important des années 1970 sur le caractère antique, qui a sans doute une grande influence sur le thème du tableau du Guerchin et ensuite du tableau de Poussin. Mais ce thème antique a eu d'autant plus d'influence que ce thème antique rencontrait un thème médiéval bien connu, et dont parle Panofsky, ça pour le coup, parce qu'il est celui-là est vraiment très bien connu, un thème avec lequel le thème antique a pu se combiner. C'est le thème qu'on appelle le dit des trois morts et des trois vifs. C'est une histoire bien connue qu'on retrouve dans plusieurs textes, en particulier français du XIIIe siècle, et dont il existe de très très nombreuses représentations figurées des XIVe et XVe siècles. C'est vraiment un thème extrêmement populaire où on raconte l'histoire de trois jeunes cavaliers, jeunes et beaux, fringants, enfin tout ce que vous imaginez, qui rencontrent trois squelettes qui leur rappellent la précarité de l'existence. Alors ici, vous voyez ici une image, une peinture du manuscrit des Très riches heures du duc de Berry, et vous voyez comment les jeunes cavaliers s'enfuient en galopant quand ils voient apparaître ces trois squelettes, dont l'un nous regarde de manière un peu amusée et semble aussi nous menacer, comme cela également. Ce thème a été beaucoup représenté dans des fresques murales d'églises. Il existe 93 fresques murales en France représentant ce thème des trois cavaliers et des trois squelettes. Ici, c'est dans Lyon, à la Ferté-Loupière. Vous voyez les trois cavaliers rencontrant donc ces trois squelettes. Il en existe autant dans le reste de l'Europe, dont 16 en Italie. La plus célèbre en Italie est très fameuse, donc, se trouve à Pise, au Camposanto, donc le cimetière de la Piazza dei Miracoli de Pise. Et là, vous voyez, alors non pas trois cavaliers, mais une dizaine de cavaliers, richement, sur des chevaux richement harnachés, richement vêtus. Ils sont beaucoup plus nombreux, et ils rencontrent non pas des squelettes, mais des cadavres, des corps en décomposition dans des tombeaux. Les morts ne sont pas debout, mais couchés dans leur cercueil, dans différents états de décomposition. Et du reste, ils se bouchent le nez, se pincent le nez quand ils voient cela. C'est le triomphe de la mort de Buonamico Buffalmacco. Buffalmacco, je ne sais pas où se met l'accent. On est au XIVe siècle de notre ère. On a, dans un autre tableau, une peinture, dans un livre, le psautier magnifique de Bonne de Luxembourg, qui se trouve aux Cloisters de New York. Vous voyez, alors c'est sur 2 pages différentes, mais bon, les peintures sont assez extraordinaires, il faut le dire. Vous voyez les 3 cavaliers, là aussi, l'un qui effectivement se bouche le nez, met un tissu devant le nez, parce que les 3 squelettes sont dans des états différents de décomposition. Il y en a un qui est vraiment totalement décomposé, clairement c'est déjà un squelette, mais les autres sont encore, ont la chair sur eux. Et visiblement, il y a un homme ici et une femme. Elle cache sa gorge. Donc c'est assez impressionnant et ça se veut très, très, très réaliste. Alors, on voit très bien comment le thème antique de la méditation devant le crâne et le thème médiéval ont pu se rencontrer et se combiner. Mais vous voyez aussi qu'en fait, ces 2 types d'images désignent 2 attitudes différentes. C'est ce qu'on voit cela dans la généalogie de ce tableau du Guerchin. On voit en fait 2 attitudes différentes devant la mort. Le thème antique, vous voyez les 2 bergers, ou les bergers devant un crâne, vous les voyez, ils sont appuyés sur leur bâton, ils regardent, ils observent attentivement ce crâne. On est dans la contemplation. On est dans la contemplation paisible, sereine de la mort, représentée par le crâne. Alors que dans le thème médiéval, on est dans quelque chose de beaucoup plus dramatique, c'est-à-dire qu'on a la rencontre stupéfiante, choquante, provocante, bouleversante avec la mort. Et donc c'est vraiment un choc qui est là. Eh bien, ces 2 façons d'envisager le rapport avec la mort, vous les retrouvez dans le tableau du Guerchin.
ces deux attitudes sont combinées. Parce qu'il est très difficile de savoir, lorsqu'on voit ce tableau, si les deux bergers viennent d'arriver sur les lieux et découvrent le crâne. L'un semble se pencher quand même en avant, comme s'il était arrêté dans sa course. L'autre repose davantage sur son bâton. Ou bien, si au contraire, ils sont déjà plongés dans la contemplation, déjà plongés dans la méditation, comme dans le thème antique. Eh bien, cette ambiguïté, vous voyez, entre d'un côté le choc et de l'autre la contemplation de la mort, cette ambiguïté, elle est constitutive du thème de l'Et in Arcadia ego, tel qu'il se constitue donc au XVIIe siècle, en combinant le thème antique et le thème médiéval. Parce que, en fait, vous avez deux traditions différentes qui sont ici réunies. D'un côté, la méditation sur la mort, et de l'autre, la découverte choquante d'un mort, d'un squelette, d'un cadavre. Et vous voyez ici combien le peintre a insisté sur l'aspect assez réaliste de ce crâne avec les emblèmes de la pourriture, etc. Bien. Eh bien, cette ambivalence, elle va se poursuivre dans l'histoire du thème Et in Arcadia ego. Elle désigne vraiment deux atmosphères. D'un côté, le drame et le mouvement, ou bien de l'autre, la sérénité et la douceur. Alors, l'exemple sublime, ultime de cette sérénité, de cette douceur dans la méditation sur la mort serait, par exemple, je prends un exemple très connu qui m'est venu à la tête, dans les représentations de Marie-Madeleine méditant sur un crâne par Georges de la Tour. On est vers 1640. Mais on a ces deux directions dans le thème de l'Et in Arcadia ego. Mais revenons à nouveau au tableau du Guerchin. Les deux bergers, quand vous les voyez, si on cachait le crâne et qu'on ne voyait que la partie gauche du tableau, qu'est-ce qu'on imaginerait comme reste du tableau? Je pense que la première image qui nous viendrait dans la tradition classique chrétienne, ce serait en fait une image de la nativité. C'est-à-dire qu'on imagine très bien ces bergers penchés sur le berceau de l'enfant Jésus dans une représentation de la nativité, contemplant béatement l'enfant Jésus, et puis il y aurait le bœuf et l'âne, Marie, Joseph, etc. Bon. Mais ici, vous voyez comment ces deux bergers semblent annoncer une nativité, et en fait, c'est une sorte de nativité à l'envers qui nous est présentée. Non pas une naissance, mais une mort. Et les deux bergers, parce que les deux bergers, c'est ce que nous dit le terme in Arcadia, les deux bergers appartiennent à bien des égards au monde d'avant le salut chrétien. On est dans l'Arcadie païenne en principe, même si les bergers sont des bergers réalistes et un peu plus contemporains. Ces bergers n'ont pas encore vu justement l'étoile de la nativité. Ce sont des bergers du paganisme, donc on est dans une présence de la mort qui est là menaçante. Donc voilà, si on devait compléter le tableau à partir uniquement de la partie gauche, on imaginerait plutôt une représentation de la nativité. Mais en vérité, ces deux bergers, exactement ces bergers-là, vous les retrouvez dans un autre tableau du Guerchin. Ils figurent dans un autre tableau du Guerchin, mais non pas dans une représentation de la nativité, mais dans quelque chose de totalement différent, dans un drame absolument atroce, qui est Apollon écorchant Marsyas. Apollon écorchant Marsyas. Alors vous connaissez l'histoire. Marsyas est un satyre qui se faisait gloire d'avoir inventé la flûte, l'holos, la double flûte. En tout cas, il se faisait gloire d'en être le plus grand virtuose, et il a défié Apollon, il pensait qu'il pouvait jouer mieux qu'Apollon. Un concours a eu lieu, et dans ce concours, Marsyas a été vaincu, et donc, ayant défié Apollon, pour se venger, a mis à mort à Marsyas de la manière la plus atroce possible, en l'attachant à un arbre, ce qu'on voit ici, et en l'écorchant vif. Tout cela se passe, non pas en Arcadie, Marsyas est un satyre, il y a beaucoup de satyres en Arcadie, mais là, ça ne se passe pas en Arcadie, ça se passe en Phrygie, c'est-à-dire en Anatolie, en Asie mineure, de l'autre côté de la mer. Et petite histoire intéressante pour nous, vous verrez, dans ce concours entre Marsyas et Apollon,
il y a un autre personnage qui est, le juge, qui est le roi Midas. Midas vote, non pas pour Apollon lors du concours, il vote pour Marsyas. Apollon en est tellement fâché que pour se venger, alors je vous ai dit, il écorche Marsyas, pour Midas, il lui réserve un traitement un peu moins douloureux, mais plus, à d'égard, même si le ridicule ne tue pas, plus difficile. Il fait, comme vous savez, pousser des oreilles d'âne au roi Midas. Donc Midas aura des oreilles d'âne qui vont lui pousser pour indiquer combien son écoute est, combien il est sot dans son écoute. Alors ce tableau de Guerchin date de 1618. Il se trouve au Palais Pitti à Florence. Vous y voyez le bel Apollon, vu de dos. Le nu, on peut le dire, est splendide, avec un blanc nacré, éclatant dans l'obscurité du tableau, qui commence à écorcher la jambe de Marsyas, ici, qui est couché. Marsyas qui est un satyre, donc c'est un mi-bouc. Et vous voyez les deux mêmes bergers de tout à l'heure, exactement les mêmes, qui observent la scène de loin, vraiment de loin, terrifiés par ce qu'ils sont en train de voir. Ce tableau de Marsyas précède celui de Let in Arcadia Ego. Et donc le Guerchin a utilisé les mêmes bergers un peu plus tard dans ce tableau de Let in Arcadia Ego. Alors pourquoi? Sans doute par facilité, parce qu'il les avait déjà fait, il avait déjà fait les études en main, et donc c'est plus facile de réutiliser deux bergers qu'il avait, il les avait déjà dans les doigts en quelque sorte, il pouvait les refaire facilement. Mais peut-être que d'une certaine manière, peut-être non volontaire, cette facilité crée un effet de pendant entre les deux tableaux, et qui peut-être était conçu dès le départ comme cela. Comme si, à bien des égards, regardez, comme si à bien des égards, les deux bergers contemplaient le crâne de Marsyas. Le crâne de Marsyas longtemps après que celui-ci a été écorché. Donc je reconstitue une sorte d'histoire à travers ces deux histoires. Alors, je vous ai dit, il y a un petit problème, c'est que l'affaire de Marsyas se passe en Phrygie et non pas en Arcadie. Donc il y a une mer qui sépare l'Arcadie et la Phrygie. Alors, vous allez me dire, vu du XVIIe siècle italien, l'inconséquence géographique peut passer pour négligeable. Puis Marsyas, en plus, je vous l'ai dit, est un satyre, il ressemble à Pan, Pan qui est le dieu arcadien par excellence, et c'est ainsi qu'on peut passer de la Phrygie à l'Arcadie, peut-être. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on passe à Poussin maintenant, Poussin qui traite ce même thème de Let in Arcadia Ego, eh bien, étrangement, la première fois que Poussin reprit le thème de Let in Arcadia Ego, ce fut aussi dans un lien avec la Phrygie. C'est cette coïncidence que je trouve assez troublante. Il s'agit de la première version du thème de Let in Arcadia Ego par Poussin, qui date de 1628 environ. Le tableau ne se trouve pas au Louvre, mais il se trouve à Chatsworth, au château de Chatsworth, en Angleterre. Mais ce tableau est le pendant, pour le coup ça on sait qu'il était conçu comme pendant, le pendant d'un autre tableau, à savoir Midas se lavant aux sources du Pactole. Ce tableau de Midas se trouve, lui, au Metropolitan Museum à New York. Pourquoi se lave-t-il aux sources du Pactole, en Phrygie? Parce que, dans une autre légende, dans une autre partie de l'histoire de Midas, Midas avait demandé le don de pouvoir tout transformer en or par son toucher, et évidemment ça l'empêche de boire et de manger, parce que tout ce qu'il veut manger et boire se transforme en or, et donc il meurt de faim et de soif. Et pour se débarrasser du don encombrant qu'il a, eh bien, il va devoir se baigner dans le fleuve Pactole, d'où le fait que le fleuve Pactole roule des paillettes d'or, qui viennent de ce don perdu de Midas qui est passé en quelque sorte dans le fleuve. Et d'où aussi le sens actuel du mot Pactole pour désigner un trésor. Et vous voyez que ces deux tableaux sont en pendant, puisque le dieu Pactole, ici, c'est des représentations classiques, antiques en vérité des fleuves. Le dieu Pactole est exactement dans une position très similaire à ici un autre dieu fleuve qui est ici, puisqu'on est en Arcadie, non pas le Pactole, mais l'Alphée. L'Alphée qui est le fleuve arcadien par excellence. Et les deux tableaux, on le sait, se trouvaient à Rome
au XVIIe siècle, dans le même palais, le palais du cardinal Camillo Massimi. Ce n'est pas ce cardinal-là qui les avait commandés, il était trop jeune pour les avoir commandés, il avait même pas 10 ans lorsque les tableaux ont été peints, mais c'est lui qui en a été le premier collectionneur. Mais vous voyez bien comment ces tableaux vont de pair, en quelque sorte. Ils disent des choses assez analogues. Ce sont deux allégories de la vanité des désirs et de la fragilité du bonheur. Vanité des désirs chez Midas, qui croit que la richesse va pouvoir l'aider à bien vivre, et fragilité du bonheur, même chez les pauvres, que sont les bergers d'Arcadie. Et donc, la vie est menacée, la vie est pleine de vanité chez les riches, comme avec Midas, comme chez les pauvres, avec les bergers d'Arcadie. Question, je vous ai dit, il y a une sorte de rapprochement entre Arcadie et Phrygie qu'on avait déjà dans le tableau du Guerchin. Est-ce que Poussin connaissait les deux autres tableaux du Guerchin, avec ce lien entre Midas et Marsyas, que nous avons vu? C'est possible, mais on n'en est pas sûr. Peut-être qu'un commanditaire romain aurait voulu avoir des équivalents de ces tableaux de Guerchin et en a fait la commande à Poussin. Voilà donc où nous en sommes ici. Vous voyez que le mystère à la fois s'éclaircit, on comprend mieux l'origine du thème de Let in Arcadia ego, mais on comprend qu'il se réunit aussi à toute une histoire, toute une tradition qui en complexifie le sens, qui le rapporte à d'autres épisodes de légende. Et surtout, vous voyez apparaître une autre représentation de Let in Arcadia ego par Poussin, qui est, vous le voyez, extrêmement différente du tableau du Louvre qui est le plus connu. Et donc c'est à partir de là, je crois, que nous pourrons essayer de construire un véritable sens, une manière d'interpréter le tableau final de Poussin par différence, et j'allais dire aussi par comparaison, j'y reviens toujours, c'est mon dada, avec l'ensemble des autres œuvres avec lesquelles on peut le mettre en rapport. Et je crois que cela fait aussi partie des bonnes manières de lire la comparaison. Merci.